Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Docteur Dis-moi tout, votre plateforme dédiée à la santé et au bien-être. Aujourd'hui, dans notre rubrique Docteur Dis-moi plus, nous abordons un sujet qui touche de nombreux hommes mais dont on parle encore trop peu. Il s'agit ici du cancer de la prostate. Savez-vous qu'il s'agit de l'un des cancers les plus fréquents chez l'homme, mais que dépisté à temps, il se soigne très bien? Pourquoi certains hommes sont-ils plus à risque que d'autres? Quels signes doivent alerter et surtout, comment se faire dépister sans crainte ni tabou? Je nous invite à rester connectés afin de découvrir ensemble les réponses de ces questions tout de suite après le jingle. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonjour et bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous recevez chez vous. Je suis Nogel Unganya Ikobo, épouse Jimbi Makundi, médecin spécialiste en gynécologie obstétrique, exerçant principalement à la clinique chirurgicale des armées Océan à Pointe-Noire. Le cancer de la prostate est le deuxième cancer le plus fréquent chez l'homme à l'échelle mondiale, devant tous les autres cancers réunis. Cependant, c'est le premier cancer de l'homme à l'échelle mondiale. Et notre pays n'est pas en laisse dans cette prévalence. Voilà pourquoi nous recevons aujourd'hui le professeur Steve Ondzel, professeur et enseignant-chercheur en urologie et andrologie, exerçant au centre hospitalier universitaire de Brazzaville. Cher maître, merci d'être avec nous pour nous en dire plus. Avec plaisir. Alors, comprendre avant de rentrer dans le vif de notre sujet. Professeur, dites-nous plus. Qu'est-ce que d'abord la prostate et à quoi sert-elle? C'est une très bonne question parce que ça permet d'éclairer un peu certains aspects des choses. La prostate, c'est une glande masculine qui est localisée en dessous de la vessie, qui entoure l'urètre et qui est en avant du rectum. En fait, c'est une position privilégiée qui explique un peu en grande partie les signes qui apparaissent lorsqu'il y a une maladie au niveau de la prostate. Donc, on comprend, quand on dit glande masculine, que tous les hommes ont la prostate. Exactement. Donc, à tort, certains hommes disent « Docteur, j'ai la prostate ». J'ai la prostate. Alors, en faisant référence quelquefois au cancer de la prostate, ils disent « J'ai la prostate », alors qu'en fait, tous les hommes ont la prostate. Exactement. Tous les hommes Je pense que c'est important de préciser ça. Tout homme porte en lui une prostate. Voilà. Et la prostate ne veut pas dire la maladie. Il s'agit, comme a dit le professeur, c'est une glande. Et à quoi elle sert? Ben, à la base, elle sert à, disons, à produire un liquide qui permettra en quelque sorte de protéger les spermatozoïdes. Ok. Donc, ça liquéfie le liquide et c'est cette forme-là, le sperme en fait, qu'on voit, qui part des canaux éjaculateurs au niveau de la prostate et tout ça. Donc, en fait, ça a un rôle dans la fertilité. Ouais. Et dans la protection des spermatozoïdes, parce que les spermatozoïdes, quand ils vont être en contact avec la muqueuse vaginale, qui est acide, il faut que l'environnement soit alcanisé. Et cette alcanisation est produite par le liquide qui est sécrété au niveau de la prostate. D'accord. On est tous d'accord ensemble alors que la prostate joue un rôle très, très essentiel, hein, messieurs. N'exposez pas n'importe comment vos prostates. La question suivante, c'est qu'est-ce que donc le cancer de la prostate? Bon, ben, je vais essayer d'utiliser des mots plus simples pour permettre à ceux qui ne sont pas médecins de comprendre. Globalement, dans l'organisme, les cellules se régénèrent tout le temps. Mais il arrive des moments donnés où, pour diverses raisons, des cellules se régénèrent, mais de façon désordonnée. Et donc, cette désorganisation se fait également au niveau de la prostate. Et quand elle se fait, on parle alors de cancer de la prostate. D'accord. D'accord. Ok. C'est donc une maladie fréquente, apparemment. C'est vrai ce que dit la littérature, mais au Congo. Oui, c'est le premier cancer chez l'homme. D'accord. Et c'est également, en termes de tous les cancers, c'est le deuxième cancer en taux de mortalité.
Donc, pour dire que c'est pas quelque chose à prendre à la légère. C'est une maladie très importante. D'accord. Alors, et il est fréquent, il est courant. Bon, déjà, quand on dit qu'il est fréquent, c'est le premier, donc j'imagine que il est courant pratiquement chez la plupart des hommes. Oui, chez les hommes de plus de 50 ans. Oui, c'est courant. Ok. Alors, c'est justement là, je venais à la question, quels sont les hommes les plus exposés? Bon, les hommes les plus exposés, en fait, si on veut parler des facteurs de risque, il y a d'abord l'âge, il y a le mode de vie, donc quelqu'un qui est sédentaire, qui n'a pas une activité physique, une alimentation riche en graisse animale surtout, et la prise d'alcool, la prise de tabac, hein, dans certaines situations professionnelles comme ceux qui travaillent dans l'agriculture en utilisant des pesticides. Donc, tous ces éléments sont des facteurs de risque du cancer. Mais il y a également l'hérédité. Parce que un monsieur qui a une maman qui a eu un cancer du sein, d'un point de vue génétique, peut être exposé au cancer de la prostate. Par ailleurs, il y a des cancers familiaux. Donc, un frère, un grand frère, un père qui a un cancer de la prostate. Donc, ça met dans la situation que celui qui se retrouve concerné, c'est-à-dire le fils, il devra également faire attention au cancer de la prostate. Donc, à faire un dépistage un peu plus précoce. Je pense qu'on le classe aussi parmi les cancers hormonodépendants, n'est-ce pas? Oui, parce qu'il y a la testostérone qui intervient. Et donc, d'ailleurs, voilà pourquoi on utilise dans certaines situations des médicaments qui inhibent en fait la fonction de la testostérone. D'accord. Juste pour préciser, alors les cancers hormonodépendants, justement, sont les cancers qui touchent un peu plus, je vais dire, tous ces organes-là qui libèrent des hormones, en fait. Y a-t-il des habitudes qui peuvent réduire le risque? Oui, bon, on en a déjà un peu parlé. Hein. Déjà, il y a le mode de vie. Donc, faire un peu de sport, une alimentation équilibrée, pas trop de graisse animale, donc un mélange un peu de tout. C'est essentiellement ces aspects, réduire la consommation d'alcool, réduire la consommation de tabac. Tous ces éléments-là permettent d'une certaine façon de se protéger. Est-ce qu'avoir un père, bon, là, vous l'avez dit déjà, hein, mais j'aimerais quand même insister là-dessus pour que les gens puissent comprendre. Est-ce qu'avoir un père, un frère ou un oncle atteint du cancer de la prostate augmente vraiment le risque? Parce qu'il faut que les gens puissent comprendre, en fait. Oui. Il y a des formes familiales. C'est-à-dire que au sein d'une même famille, on peut retrouver toute une fratrie qui a le cancer de la prostate. Oula. Où il peut avoir un grand-père qui a eu, ensuite un papa. Donc forcément, l'enfant, dans ce contexte, très tôt, il est obligé de se faire dépister. Autour de 45 ans, de se faire dépister pour pouvoir détecter très tôt le cancer de la prostate. Parce que, il faut insister là-dessus, c'est quand même un cancer. Quand c'est détecté très tôt, on peut en guérir, en fait. Donc, mais malheureusement, dans nos contrées, on a tendance à diagnostiquer à un stade très avancé, donc ce qui fait que ça devient dramatique à ce moment. Donc, comprenez bien, messieurs, mesdames, que l'hérédité est un signe d'alerte. Le fait qu'on ait dans sa fratrie des parents, des frères, des oncles, des papas qui ont souffert du cancer de la prostate, ça pousse à chercher à se faire dépister tôt afin de pouvoir rapidement poser un diagnostic et d'espérer, je le crois, une guérison. Alors, les signes d'alerte. Quels sont les premiers signes qui doivent alerter? En fait, à la base, ce serait idéal que le patient soit diagnostiqué avant qu'il y ait des signes. Ok. Pourquoi? Parce que d'abord, à la base, cette maladie se développe au niveau de la zone périphérique de la prostate. Donc, tout autour de la prostate, c'est dans cette zone-là qu'elle se développe. Or, pour qu'il y ait des signes, il faut que ça soit développé à l'intérieur de la prostate, parce que j'ai dit tout à l'heure en préambule que la prostate entourait l'urètre. Ok. Donc, si on arrive à un stade où il y a déjà des signes du bas appareil urinaire, donc on peut déjà penser que la maladie est à un stade avancé. Ok. Mais disons que, en général, le patient peut avoir
une dysurie, c'est-à-dire une difficulté à uriner. Il peut avoir une impériosité mictionnelle, donc des envies pressantes d'aller aux toilettes. Même dans certaines situations, il fait pipi sur lui avant même d'atteindre les toilettes. Il peut avoir une polacurie, mais particulièrement nocturne, donc c'est-à-dire qu'il se réveille régulièrement dans la nuit pour aller uriner. Donc tout ça, ce sont des signes, mais qui ne sont pas spécifiques au cancer de la prostate. On les retrouve également dans une autre pathologie, toujours de la prostate, l'hypertrophie bénigne de la prostate. Mais, comme je dis et j'insiste là-dessus, il ne faut pas attendre l'apparition des signes pour se présenter à l'hôpital. Il faut le faire avant l'apparition des signes, parce que là, on aura plus de chances de détecter la maladie à un stade précoce. D'accord. Alors, vous comprenez, hein, mesdames et messieurs, hein, on n'attend pas les signes. Et à quel âge faut-il penser à se faire dépister? À partir de quel âge c'est recommandé pour tout homme de penser au dépistage? Dans la littérature, on parle de 50 ans. OK. Mais disons que si on a des facteurs de risque, on peut commencer à faire le dépistage à partir de l'âge de 45 ans. Bon, il y a un aspect que j'ai oublié d'ajouter dans les facteurs de risque. En griffe, il y a également la race noire, en quelque sorte. OK. Mais bon, ça reste encore des sujets de débat et de discussion, parce que c'est un aspect quand on est en Occident, ou bien, disons, aux États-Unis. Mais ici, au Congo, est-ce qu'on va dire que la race noire est un facteur de risque? Non. Donc, c'est des trucs à prendre un peu avec une certaine mesure. D'accord. Parce que moi, je vois les jeunes à l'hôpital, là où je travaille, hein, quand ils reçoivent, ils ont pris l'habitude, justement, à partir de 45 ans, quand ils commencent à recevoir pour n'importe quelle raison de consultation, les hommes, dans le bilan, ils ont tendance à demander la PSA. Ils ont pris l'habitude de demander la PSA un peu systématiquement, parce que j'avoue qu'on a rencontré des cas où diagnostiqué un peu trop tard, en fait. Donc, du coup, ils ont pris l'habitude. Est-ce que vous recommandez cette pratique-là, en fait? Bon, en général, on dit que dès qu'on a atteint l'âge de 50 ans, chaque année, bon, dans les dernières recommandations, on dit même tous les 2 ans, il faut réaliser le PSA, qui est l'antigène spécifique de la prostate. Donc, en fait, c'est un marqueur de la prostate. Et quand il y a une perturbation au sein de la prostate, nécessairement, ce marqueur aura tendance à augmenter. Et quand il y a une très forte augmentation, la première pathologie à laquelle on pense, c'est le cancer de la prostate. D'accord. Donc, ils peuvent continuer à faire. Hein. Oui, ils doivent le faire. Ils doivent le faire. C'est important. Parce que malheureusement, en Afrique, hein, les patients sont découverts à des stades de métastase. Donc, au stade où la maladie a dépassé le cap de la région pelvienne. Elle est carrément, elle peut atteindre les os, elle peut atteindre les poumons et autres. Donc, c'est quand même difficile dans ce cadre-là de pouvoir traiter le malade. Donc, il faut le faire vraiment à un stade très précoce. J'insiste beaucoup là-dessus. Mais j'avoue que c'est quand même assez difficile souvent pour les hommes de se rendre à l'hôpital pour un problème de ce genre. En fait, généralement, ils attendent que les symptômes arrivent pour pouvoir courir à l'hôpital. Malheureusement. Malheureusement, il y a cet aspect parce que d'abord, c'est un problème tabou. Hein? Parler des urines, parler de quelque chose qui a trait un peu à l'intimité, c'est quelque chose que nous, surtout nous, dans le milieu africain, on n'a pas toujours tendance à vouloir en parler. Et puis, il faut savoir une chose, même pour celui qui a une idée sur le cancer de la prostate, il y a eu tellement d'histoires en rapport avec, soi-disant, des rapports sexuels, que ceux qui avaient la maladie avaient beaucoup de rapports sexuels. Du coup, les gens ont tendance à avoir un peu de retenue. En fait, ils se disent qu'ils n'ont pas envie d'être discriminés parce qu'ils ont tout simplement le cancer de la prostate. Exactement, il y a une stigmatisation un peu dans ce sens-là. Mais après, moi j'avoue que j'ai entendu pas mal de choses. Il y a d'autres qui disent c'est parce qu'on a eu moins de rapports sexuels qu'on a tous les risques de développer le cancer de la prostate. Il y a d'autres qui disaient c'est parce qu'on a eu trop de rapports sexuels. Donc finalement, qu'est-ce qui est recommandé? Est-ce que le fait d'avoir autant de rapports sexuels ou pas du tout, est-ce que c'est un facteur de risque de développer le cancer de la prostate?
Bon, c'est une très bonne question. Il y a eu une étude, il y en a même eu deux, hein, une étude surtout qui a fait beaucoup de bruit, celle d'Harvard, où on disait que il fallait avoir au minimum 20 éjaculations par mois pour prétendre être protégé ou d'avoir moins de risques de développer un cancer de la prostate. Mais le problème, c'est que, j'ajoute un bémol à ça, parce que on se connaît, hein, nous les Congolais, on va dire qu'il faut au moins 20 éjaculations, ils vont se mettre à aller à fond et tout ça, et ça va faire un peu comme si j'encourageais la dépravation. Non, en fait, dans ce cadre-là, en général, quel est le profil des gens qui peuvent avoir régulièrement des rapports sexuels? Jusqu'à 20 éjaculations au total dans le mois. C'est des gens qui ont de bonnes conditions physiques. Donc, c'est des gens qui pratiquent une activité physique, qui ont une bonne hygiène de vie. Donc, en gros, je pense que c'est plus dans ce cadre-là qu'on parle réellement d'une protection. Bon, maintenant, qu'on dise que il faut avoir régulièrement des rapports sexuels, pourquoi pas? Mais je pense pas que ça soit juste ça qui permette de protéger contre le cancer de la prostate. De protéger. Oui, parce que aussi, j'ai quand même envie de poser cette question-là. Il y a de plus en plus de produits aphrodisiaques que les hommes et que les femmes utilisent. De plus en plus. Et c'est de plus en plus vulgarisé. D'accord? Alors, s'il faut, on va dire, s'il faut essayer d'être d'accord avec cette étude et de demander aux gens, allez-y, voilà, 20 éjaculations, bah, à un moment donné, sinon pas le cœur ne va pas avec, ils vont se permettre d'aller prendre tous ces aphrodisiaques-là, qui pourront devenir dangereux pour eux, en fait. Oui, c'est un gros problème, le marché des aphrodisiaques. Il faut reconnaître qu'on est dans une société de consommation, où à l'heure actuelle, il y a la compétition, il y a toujours vouloir faire mieux, hein, être performant lors des rapports sexuels. Et malheureusement, les jeunes s'adonnent très tôt à l'utilisation des stimulants pour pouvoir être performants dans des rapports sexuels. Alors qu'en fait, prendre déjà ces habitudes, c'est quand sur un corps sain, forcément, il y aura des incidences. Et quand le corps aura besoin de ce genre de produits, ça deviendra difficile. Et puis, il y a plein de produits qui sont sur le marché, qui normalement, on devrait faire un peu plus attention, parce qu'on ne sait pas quelles sont les compositions qu'il y a dans ces produits-là, surtout des produits qui ne sont pas vendus en pharmacie. Et ça, c'est un gros problème dans notre société. Ouais, moi, j'ai l'habitude de dire, le risque zéro, ça n'existe pas. Ça n'existe pas dans la vie. Alors, moi, on va en venir un tout petit peu quand même à la prise en charge. Alors, quand le cancer est découvert tôt, peut-on complètement en guérir? Oui, on peut en guérir. Il existe principalement 2 traitements. Hein, quand le patient à un bon état général, on peut soit faire de la chirurgie, donc la prostatectomie radicale, c'est le traitement qui permet d'enlever la prostate, une partie de l'urètre et puis les vésicules séminales. Et ensuite, il y a la radiothérapie qui est également utilisée. Ça, ce sont les 2 gros traitements qui sont proposés chez un patient qui a un âge moins avancé et qui a un état général bon. Mais sinon, il y a d'autres types de traitements qui peuvent être proposés si le patient a plus de 70 ans, par exemple. On pourra procéder juste à une surveillance active. On estime qu'à cet âge, l'espérance de vie est inférieure à 10 ans. Donc, ce que l'on propose, c'est juste surveiller, essayer de voir un peu comment la maladie évolue, en comptant sur le fait que, en général, c'est une maladie qui évolue lentement. Sauf dans les cas des cancers d'origine héréditaire, où là, ce sont des formes agressives. D'accord. Et les traitements, ils sont disponibles dans notre pays? La prostatectomie radicale, on l'a fait. On l'a fait à ciel ouvert. Dans d'autres cieux, ils la font en chirurgie mini-invasive. Mais malheureusement, on n'a plus de radiothérapie. Donc là, en général, les patients qui doivent subir une radiothérapie sont obligés d'aller à l'extérieur pour pouvoir le faire. Et le plus souvent, pour des raisons de proximité, ils vont en RDC pour pratiquer la radiothérapie. Ok. Et est-ce que le traitement
les traitements ont un impact sur la sexualité et l'infertilité. Je pense que c'est peut-être ça aussi qui pousse, Oui. qui font que les gens puissent aller consulter un peu tard. Oui. En effet, ça peut avoir un impact dans le sens où ça touche quand même une glande génitale qui intervient d'une certaine façon dans la sexualité. Mais il existe beaucoup de traitements actuels efficaces qui permettent de pallier à ce problème. Donc, il y a plein de médicaments, je crois qu'on aura l'occasion d'en parler, qui aident à améliorer les problèmes de dysfonction érectile. Et dans ce cadre-là, le patient même, on dit dans certaines situations, il retrouve une deuxième jeunesse, en quelque sorte, après avoir subi la chirurgie. Mais là, je parle, dans le cas surtout des formes localisées, parce que dans les formes avec des métastases, il y a aussi l'état général du patient qui fait que, bon, à un moment donné, même pour lui-même, ça devient difficile d'avoir des rapports sexuels convenables. Et donc, avec le traitement, on peut améliorer aussi la qualité de vie des personnes qui en souffrent. Actuellement, on est plus dans une logique conservatrice où on essaye, on tient compte de la qualité de vie du patient. À l'époque, on partait juste du principe qu'il fallait traiter, mais aujourd'hui, il y a cet aspect qui est de plus en plus, qui s'impose de plus en plus. Tenir compte de la qualité de vie du patient. D'accord. Avant d'aborder un autre aspect, j'aimerais qu'on revienne sur le dépistage. En quoi consiste le dépistage et comment ça se fait? Bon, le dépistage, en général, il consiste déjà à la base à pouvoir diagnostiquer précocement le cancer de la prostate. En quoi faisant? Cliniquement, il y a un examen qui est fait, c'est le toucher rectal. Les hommes n'aiment pas le toucher rectal. Je sais, j'en connais. Les hommes n'aiment pas le toucher rectal. Qui va permettre, en quelque sorte, de connaître les caractéristiques, l'aspect, en fait, de la prostate au toucher rectal. Bon, c'est un examen qui peut paraître intrusif et dans un certain sens tabou, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont l'impression d'être diminués en faisant cet examen, mais ça reste dans un cadre strictement médical et puis c'est fait assez rapidement et dans des bonnes conditions, tout en expliquant réellement au malade comment les choses vont se passer. Donc c'est moins douloureux que gênant. C'est gênant un peu parce qu'on touche quand même à un endroit un peu particulier. Mais en général, ça ne pose pas de problème de pouvoir réaliser le toucher rectal. Hein, ça nous pose... Chez certains, oui, mais là, obligé de faire preuve de beaucoup de pédagogie, de leur expliquer les choses, de savoir que c'est un examen qui est nécessaire. Mais c'est pas douloureux en soi, parce qu'on utilise des lubrifiants et autres, et tout ça, donc il n'y a pas de problème à réaliser le toucher rectal. Et en dehors du toucher rectal? Ensuite, en dehors du toucher rectal, il y a l'examen de sang. On en a parlé bien avant. Donc, doser le PSA, qui permet, si la valeur est supérieure à 10, de suspecter un cancer de la prostate. Et enfin, il y a un examen qui s'impose de plus en plus, un examen d'imagerie. C'est l'IRM, donc l'incidence à résonance magnétique, qui permet de pouvoir classer en fonction d'un score qu'on appelle le score PIRATS, qui permet en quelque sorte de savoir est-ce que c'est un grade 1, un grade 2, un grade 3 ou 4 ou 5. Et généralement, c'est lorsqu'on est au grade 4 ou 5, quand il y a vraiment des lésions suspectes, que l'on peut suspecter un cancer de la prostate. Et là, le patient est éligible pour réaliser une biopsie. Donc en gros, c'est un peu comme ça que se fait le Donc pour les jeunes médecins qui nous suivent et même en famille, ce qu'il faut qu'ils retiennent, c'est que déjà 45 ans, 50 ans, il faut qu'ils envisagent un dépistage du cancer de la prostate par le toucher rectal, donc en milieu hospitalier, par le dosage de la PSA. Et maintenant, l'IRM, est-ce que on va dire, est-ce que tout le monde a accès à l'IRM? Non, il y a des critères, c'est-à-dire que si on retrouve des anomalies au toucher rectal, un nodule, on parle d'un nodule, ou bien que la prostate est de consistance dure, irrégulière, donc ça donne les signes qu'il y a peut-être un cancer à ce niveau-là. Le patient, avant de faire la biopsie, on devrait d'abord lui faire l'IRM. D'accord. Ensuite, il y a également aussi il y a la valeur du PSA qui agit. Un PSA qui est très élevé
ça peut, à un moment donné, pousser à vouloir faire la biopsie. Mais comme on est dans une phase où on ne veut plus faire ce qu'on appelle le surdiagnostic, donc à ce PSA, on va ajouter l'IRM, et si il y a des éléments patents qui nous permettent de penser que on peut suspecter des lésions au niveau de l'IRM, à ce moment, on fera la biopsie. Ah, super. Ok, Voilà. d'accord. Donc, je ne sais pas si les choses ont été claires, hein. Donc, en gros, le toucher rectal suspect, on va réaliser la biopsie. La biopsie. Un PSA élevé, on va réaliser la biopsie. D'accord. Et si la biopsie est concluante, donc c'est-à-dire que si on retrouve un patient à un grade 4 ou 5, à ce moment-là, on pourra faire la biopsie prostatique. Ok. Alors, la question que j'aimerais savoir, c'est est-ce qu'on devrait on devrait donc pouvoir parler de cancer de la prostate ou en famille? Ah oui, c'est important. C'est une maladie. C'est vrai que quand on entend cancer, on a l'impression qu'il faut rédiger son testament. Alors qu'en fait, bon, aujourd'hui, avec le développement de la médecine, il y a beaucoup de traitements qui existent, même si le malade n'est pas guéri, mais il y a des traitements qui permettent de réduire l'évolution de ce cancer, donc de permettre au malade, d'une certaine façon, de quand même améliorer un peu sa qualité de vie. Donc, je pense que c'est important d'en discuter en famille. Ça permet de dédramatiser les choses. Ouais, surtout. Et de faire que ça ne soit pas un sujet tabou. Et surtout, de grâce, ne pensez pas, faut toujours que, parce que quelqu'un a eu un cancer de la prostate, que forcément, hein, il était très, très actif sexuellement. Hein, c'est un mythe, c'est pas ça les choses. La tendance a plutôt, on a plutôt tendance à penser à l'inverse. Mais bon, je ne rentrerai pas dans ce sens-là. Je dirais tout simplement que il faut un certain nombre d'éléments qui s'alignent pour se retrouver dans la situation d'un cancer de la prostate. Ah, super. Alors, et comment accompagner un proche atteint du cancer de la prostate? Ben, l'accompagnement, déjà, ça dépend. L'accompagnement familial, là, on veut parler de la famille. Ben, il faut l'entourer. Il faut essayer de le mettre en confiance. Il faut être à ses côtés. Parce que c'est quand même ça, c'est une maladie qui est grave. Même si aujourd'hui il y a eu un gros développement au niveau médical, mais ça reste quand même une maladie grave. Et c'est toujours bien, quand on est malade, d'être bien entouré, d'être avec ses parents, de sentir que tout le monde est présent et que tout le monde est là, prêt à aider, être solidaire de cette situation. Ça aide le malade parce qu'il y a un volet psychologique. On sait tous que en dehors de tous les facteurs, le stress aussi est un élément important qui intervient dans l'apparition des cancers. Donc, il faut l'aider dans ce sens-là. Exactement. Alors, quel message fort souhaitez-vous adresser aux hommes entre 30 et 50 ans qui nous écoutent aujourd'hui? Oui, ce que je dirais, c'est que déjà à la base, qu'ils sachent qu'à partir de 45 ans, il faut penser à voir un urologue en vue de faire un dépistage. Parce que le cancer de la prostate existe. C'est le premier cancer de l'homme. C'est une maladie qui tue. Aujourd'hui, parce que on détecte des patients à des stades très tardifs. Donc, il faut qu'ils viennent dès l'âge de 45 ans. Ça permettra à ce moment de poser un diagnostic précoce et d'envisager la possibilité d'être guéri. Et je pense qu'il y a quoi de mieux que d'être guéri? C'est tout ce qu'on demande, en fait. Voilà. Que veut le peuple? Donc, le cancer, c'est pas une fatalité. Okay. Et donc, alors, avant de chuter, la dernière question, c'est on veut savoir, en résumé, en une phrase, quel serait votre appel aux hommes qui nous écoutent? L'appel serait simple, que le cancer de la prostate est une maladie grave, qui est curable, à condition de se présenter très tôt pour faire un diagnostic précoce. Précoce dit guérison, tardif dit peut-être fatalité. Donc, il faut y penser. Alors, précoce veut dire guérison et tardive voudrait dire peut-être fatalité. Merci beaucoup, professeur Rondiel, pour toutes ces explications et précises et rassurantes. Chers auditeurs, retenez une vérité simple mais capitale. Le cancer de la prostate, dépisté tôt, se soigne très bien. Ne pas attendre les symptômes, ne pas céder à la peur
ou au tabou, mais osez consulter. C'est le meilleur moyen de préserver sa santé, sa vitalité et surtout sa qualité de vie. Messieurs, parlez-en à votre médecin. Faites-vous dépister, 45, 50 ans, surtout si un proche dans votre famille a déjà été touché par le cancer de la prostate. N'hésitez surtout pas à vous rapprocher de votre médecin, d'un urologue pour un dépistage. Et souvenez-vous, prendre soin de sa prostate, c'est aussi prendre soin de sa famille et de son avenir. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis dans cette édition de Docteur Dis-moi Plus sur la plateforme Docteur Dis-moi Tout. Prenez soin de vous et retrouvons-nous très bientôt pour un nouveau rendez-vous. Bye bye!